Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce deuxième webchat organisé par la ville de Martigues. Vous allez pouvoir poser vos questions, dialoguer avec Gaby Charroux. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Alors on s'était quitté le 13 décembre dernier pour la première opération webchat avec 1700 Martégots qui nous avaient suivis. Vous aviez répondu à 26 questions en 50 minutes, donc on a des chiffres peut-être à battre, des records à battre ce soir. Rappelez-nous d'abord pourquoi avoir voulu renouveler cette opération 6 mois plus tard. Bien, tout simplement parce que j'ai estimé que c'était extrêmement positif de pouvoir répondre à des questions très diverses que posent les citoyens. Et comme c'est dans notre cœur de mission de répondre et d'être en face des citoyens, c'était un outil moderne à utiliser à nouveau. Et j'avais été d'ailleurs moi-même surpris du nombre de personnes posant des questions et en tout cas du nombre de personnes suivant ce moment particulier. Donc voilà, on renouvelle et c'est très bien. Comme d'habitude, transparence et on pose les questions qu'on veut et je réponds du mieux que je peux. Alors vous avez été nombreux déjà à poser des questions puisque c'était possible depuis le 5 juin sur le site ccapital.com. On va évidemment s'attarder un petit peu sur les thématiques qui sont ressorties principalement sur ce premier questionnaire et puis ensuite on va donner priorité au direct de manière à ce que l'interactivité puisse se faire du mieux possible. Quelques petites règles quand même, donc vous pouvez poser vos questions sur le site ccapital.com via la page Facebook de la ville de Martigues et une nouveauté pour cette deuxième édition, c'est que toutes les questions posées vont être affichées. Donc sachez quand même que seront sélectionnées avant tout celles qui concernent un intérêt général et collectif. Les questions plus personnelles évidemment seront laissées de côté. On va commencer par justement l'une des deux thématiques vraiment qui est ressortie du premier questionnaire disponible, autour du logement, avec des interrogations qui portaient d'abord sur votre politique en matière de logement social. On sait que vous êtes bien au-delà de ce que demande la loi SRU, mais que vous continuez à construire, ça a peut-être surpris quelques-uns. Et aussi une inquiétude au sujet d'un quartier, d'un terrain dans le quartier de la Couronne, pour lequel certaines personnes sous-entendent que vous l'auriez cédé pour faire construire un programme privé, des relations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, d'abord, une première chose sur le logement à Martigues. Martigues est une ville de près de 50 000 habitants, dont à peu près la moitié des habitants résident dans une propriété personnelle et le reste dans des logements locatifs qui se répartissent 2 tiers, 1 tiers entre des logements sociaux, et même un peu moins d'un tiers, des logements sociaux et l'autre partie du locatif privé. Voilà, ça c'est le tableau. Alors bien sûr, on répond à nos obligations en matière de loi SRU sur les logements sociaux. Un peu plus de 25%, selon les modes de calcul. Disons, on y est bien confortablement. Mais ça veut dire aussi que tous les ans, en fonction des logements produits, c'est un rapport, évidemment, et c'est un problème simple de calcul. Si on ne construisait à partir d'aujourd'hui que des logements sociaux, d'abord le PLU ne le permettrait pas tout à fait, parce que dès qu'on construit plus de 20 logements, alors il y a 25% de logements sociaux parmi ces projets-là. Mais si on ne construisait que en dessous du nombre de 20 logements, eh bien ça signifierait tout simplement qu'on ne construit plus de logements sociaux et que le rapport entre le nombre de logements au total et le nombre de logements sociaux serait transformé. Et on pourrait passer en dessous des 25. Alors, on pourrait penser qu'en effet, il y a de la marge et qu'en effet aussi, il faudrait alors, avant de s'attaquer à la ville de Martigues, aller regarder ce qui se passe dans les communes dites carencées, c'est-à-dire celles qui font aucun effort pour la mixité sociale et l'accueil de la population. Voilà, ça c'est une première réalité. Mais une seconde, c'est que on a besoin de continuer à offrir du logement aux Martégots. Il n'a échappé à personne que la construction de logements sociaux, il y a 50 ans, ou même 40, était ce qu'on voit dans les quartiers d'habitat social à Martigues. Une grosse densité,
et une grosse élévation des immeubles. Plusieurs étages, 7, 8, jusqu'à 10 étages. Voilà. Aujourd'hui, nous ne construisons plus du logement social ainsi parce que les habitants aspirent aussi à un parcours locatif vers une qualité différente, un ensemble différent, des petits ensembles. C'est ce que nous évertuons à faire. Et on va continuer ainsi parce qu'il y a un réel besoin pour les Martégal et les Martégots eux-mêmes. Et quel que soit le quartier. Alors je viens aussi sur ce qui semble être un début de polémique. J'entrerai pas dans les détails malsains qui sont balancés sur les réseaux sociaux. Ça, j'en ai pris mon parti. Des idées tordues, ils s'en expriment partout. Et des rapprochements indignes aussi. Alors ceux-là, je les laisserai de côté, même s'il est facile d'en avoir beaucoup, parce qu'il suffit d'un simple clic, et à l'autre bout de la France, quand on renifle quelque chose de particulièrement malsain pour mettre en difficulté quelqu'un ou une municipalité inattaquable comme la nôtre, voilà, il y a des relents racistes, malsains qui interviennent. Je ferme cette parenthèse et j'en viens à un terrain. On ne peut pas faire la critique à la ville de Martigues de bétonner le bord de mer, je pense, et j'espère. On ne peut pas non plus, à moins qu'on puisse le faire et qu'on veuille le faire, critiquer cette municipalité et les municipalités qui l'ont précédée et qui ont construit cette ville, y compris avec les logements sociaux. Voilà. Bétonner, c'est pas nous, pas du tout. Au contraire, nous protégeons les biens des gens qui habitent aux alentours de ces bords de mer. Voilà. Après, il y a des terrains, très peu. Vous savez, si on veut continuer à faire que la Sémivim, non seulement construise de nouveaux logements sociaux, développe au niveau économique notre territoire, répare et réhabilite les logements sociaux existants depuis 40 ou 50 ans, alors il lui faut des moyens. Et je voudrais le rapprocher des moyens qui sont amputés par les décisions gouvernementales. Il a échappé à personne que dans le courant de l'été, on a supprimé 5 € par mois sur les APL. Alors, dans un geste de générosité formidable, le gouvernement a décidé de baisser de 5 €, mais a demandé, et les loyers également, et a demandé aux bailleurs de supporter cet effort. C'est facile de demander aux autres de supporter l'effort. Et donc, la Sémivim, comme d'autres, a été impactée par deux décisions du gouvernement sur la baisse des loyers de solidarité et aussi une contribution sur ses ressources propres. Eh bien, ça fait tout simplement aujourd'hui une perte chiffrée entre 600 000 et 1 million d'euros annuellement pour la Sémivim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Sémivim n'a plus de fonds propres, la Sémivim aura du mal à emprunter et la Sémivim aurait donc du mal à réhabiliter les programmes comme Paradis Saint-Roch ou les 4 Vents. Voilà, tout est un ensemble qu'il nous faut regarder. Et le terrain de la Couronne, oui, bien sûr, la Sémivim ou la Sopavim que nous avons créée vend ce terrain, ça lui fait des ressources propres de manière ainsi à réhabiliter ou à construire ailleurs. Voilà, donc ceci je l'expliquerai parce que très prochainement je vais recevoir quelques habitants qui sont légitimement préoccupés. Ils ne connaissent pas le projet, donc d'autant qu'il y en a eu 2 de projets successifs. Donc on va leur montrer le projet et je pense qu'ils comprendront et ils continueront à comprendre et à accepter et à soutenir les projets qui sont les nôtres. Alors la deuxième thématique qui est ressortie sur les questions posées depuis le 5 juin, elle concernait notamment le football club de Martigues, avec là aussi des Martégots inquiets, à propos de faits divers qui ont été relayés dans la presse locale, mais aussi des rumeurs au sujet de l'équipe dirigeante emmenée par Baptiste Giabiconi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Y a-t-il un problème aujourd'hui au FCM? Alors on va être léger pour cette question, parce que je ne pensais pas d'abord qu'il y ait autant de gens qui se préoccupent de l'avenir du football club de Martigues. À en voir la fréquentation dans les tribunes du FCM, vraiment, je suis heureux de voir que autant de gens se préoccupent. Voilà, ça c'était pour la légèreté et pour dire à certains de nos auditeurs de le prendre aussi avec légèreté. Ceci étant, on a engagé, parce que la ville ne pouvait plus donner 1 600 000 € au football club de Martigues, ça c'est la subvention seulement. Donc on a engagé, avant même l'arrivée de M. Giabiconi, la diminution de 200 000 € de notre subvention. Et puis, depuis qu'il est arrivé, moins 200 000 l'année dernière, moins 200
l'année en cours, et on ira encore jusqu'à 2 autres fois une réduction de 200 000 euros. Ça veut dire que pendant ce temps-là, lui, il est obligé, mais c'est son choix, d'apporter des compensations s'il veut continuer à faire fonctionner le club, et avec les ambitions qui sont les siennes. Aujourd'hui, la ville de Martigues se réjouit de ce choix. Pourquoi ? Eh bien, parce que les engagements financiers sont tenus, et deuxièmement, parce que les résultats sportifs le sont aussi, et même sont bien meilleurs que ceux de l'avant-dernière année, lorsque M. Jabiconi n'était pas à la présidence du club. On s'était maintenu à la dernière journée un peu par miracle. Cette année, bien sûr, on est un peu déçus, ils ne sont pas montés, mais ils ont fini 6e, je crois, de ce championnat, et qui plus est, dans les équipes de jeunes, j'ai vu, avec plaisir et avec un brin de tristesse, parce qu'ils ont perdu en finale, mais que 2 de nos équipes de jeunes, je crois, les moins de 15 ans et les moins de 19 ans, sont allés en finale de la Coupe départementale. Battus en finale, c'est le jeu du sport, voilà, mais en tout cas, il y a une belle réussite sportive et financière. Alors après, sur les bruits, c'est vrai qu'il y a eu des cambriolages, il y a eu un incendie du siège. Je rappelle que le siège est propriété de la ville de Martigues, hein, donc c'est une propriété de la ville de Martigues qui a brûlé là. Et moi, je m'attriste et je m'inquiète lorsque je vois ça. Alors, il y a aujourd'hui une enquête de la justice et de la police. Eh bien, que la police et la justice fassent son travail. Et quoi qu'il arrive, nous, en tout cas, nous sommes tranquilles, mais on assumera, hein, quel que soit l'événement. Mais je suis très confiant et je renouvelle la confiance dans d'abord le choix que nous avons fait et la personne que nous avons choisie. Alors une question sur un tout autre thème qui nous vient du direct cette fois, et c'est Vanessa de Boudem qui nous demande que va-t-il en être de l'office de tourisme de Lille. Elle nous dit que c'est une très bonne idée, mais que apparemment cela ne se fera pas avant 2 ans. Est-ce que vous prévoyez de mettre le temps que cela se fasse, une annexe pour commencer à la faire fonctionner le temps que la construction soit terminée? Oui, chacun sait que l'ancien hôtel de ville de Martigues, installé dans cette maison Cola des Pradines, et qui a été occupé depuis les dernières 20 années par le tribunal d'instance, a été libéré par celui-ci depuis que le palais de justice a été installé. Voilà. Donc on a ce bâtiment en propriété de la ville et on a pensé que l'office de tourisme trouverait sa place et toute sa place, non seulement dans ce quartier historique de Martigues, emblématique, mais aussi dans ce bâtiment qui est une merveille. Donc évidemment, il va y avoir une réhabilitation. Nos services, notre architecte municipal, Madame Lemire, travaille déjà au projet qui avance bien, mais évidemment, il y aura et le projet et la réalisation. Donc en effet, il nous faut à peu près 2 années. Mais d'ores et déjà, dès la fin du mois de juin de cette année 2018, nous installerons une antenne de l'Office du tourisme dans Lille, à l'intérieur de cet immeuble. Et il pourra fonctionner, on a l'ambition de le faire fonctionner à partir de la Saint-Pierre, je crois, donc tout à la fin du mois de juin. Voilà, ça c'est une réponse positive qui, je pense, enchantera tous les habitants de Martigues et de Lille particulièrement. Alors une question qui concerne les transports maintenant, avec la navette maritime, pas celle de Martigues, mais celle dont on entend parler depuis quelques temps, qui relierait éventuellement différentes villes de l'étang de Berre. Est-ce que ce projet est en cours ? Alors ce projet, ce sont exactement Monsieur le maire d'Istres, François Bernardini, et le maire de Martigues, moi-même, qui l'avons initié il y a déjà plusieurs années. Alors peut-être avait-il existé précédemment, ça je n'en sais rien, mais en tout cas, nous avons, il y a quelques années, fait cette proposition, d'autant qu'il y avait un appel à projet de l'État pour des navettes de la sorte. Voilà, on a fait un projet, il a été étudié, il a été présenté, et il a été, pour l'instant, mis entre parenthèses. Mais nous ne renonçons pas à ça. Et le projet était de relier Istres et Marignane, l'aéroport, Martigues et Marignane, l'aéroport également, donc avec une navette rapide dont on a l'expérience dans d'autres régions de France, en particulier sur l'Atlantique, on me disait, on citait des exemples. Voilà. Aujourd'hui, il faut un financement important de l'État. C'est un tout petit peu compliqué, on attendra d'avoir un nouvel appel à projet qui pourra nous permettre de présenter ou de représenter ce dossier, mais nous y sommes très attachés, la ville d'Istres comme celle de Martigues. Alors les massifs forestiers maintenant, avec l'inquiétude liée aux incendies qui sont survenus l'an dernier. Et une question, est-ce qu'il y a des dispositions particulières que vous prenez
pour lutter contre ces incendies? Oui, oui, il y en a évidemment, il y en a depuis plusieurs années, elles sont amplifiées cette année, mais par exemple, le comité communal feu de forêt qui existe et qui fonctionne, qu'on soutient, qu'on développe, qui est un comité, comme je le disais, communal, c'est-à-dire avec un investissement communal, évidemment, d'abord. Mais il y a également des agents de surveillance du littoral qui sont en place, qui sont une spécificité martégale. Depuis quelque temps, on peut voir aussi la police montée, la gendarmerie à cheval, qui va circuler dans les massifs, et en particulier, c'était le cas à Figuerolles. On a aussi fait évoluer la cellule de veille du littoral. Pourquoi pas seulement le littoral? Parce qu'elle est aussi tout simplement une cellule de veille estivale, puisqu'on veut aussi surveiller les autres lieux emblématiques, comme désormais la plage de Ferrières. Et donc, en dehors des sapeurs-pompiers, vous voyez qu'il y a un ensemble de dispositions qui font que j'espère on pourra résister le mieux possible. Mais l'incendie du 26 juillet dernier demeure comme une cicatrice, d'abord dans nos têtes et nos cœurs, mais également sur le terrain à Carreau. Et ça a été une catastrophe au-delà des personnes qui ont perdu des biens. D'ailleurs, la collectivité en a perdu quelques-uns aussi, mais des particuliers en ont perdu. Le territoire est dévasté. Voilà. Et on fera tout pour le redévelopper, le protéger et peut-être l'embellir si nous le pouvons, bien sûr. Alors une question de Martine maintenant concernant les conseils de quartier. Elle nous dit les suivre depuis 10 ans mais que malheureusement selon elle les choses avancent lentement alors que quand vous vous déplacez les élus les choses se règlent plutôt vite et elle vous demande s'il serait possible de tenir ces conseils au moins sur le centre-ville. Elle demande au maire de les tenir? Pardon, c'est ça? Oui, voilà. Parce que quand même, je veux rappeler l'organisation des conseils de quartier. Et l'origine des conseils de quartier, c'est le début des années 80 à Martigues. Donc c'est dire qu'on a une belle expérience dans ce domaine. Et d'abord, ils étaient réservés aux quartiers d'habitat social, 5. Et puis on les a étendus à l'ensemble des quartiers de la ville. Et aujourd'hui, ils sont chacun présidés par un élu, un adjoint. Alors, il est arrivé que le maire préside des conseils de quartier à un moment donné. À propos de la métropole, par exemple, il y a quelques années, j'avais voulu donner l'information partout et j'avais donc fait assister à l'ensemble des conseils de quartier. Il est quand même exclu de le faire très régulièrement, année après année, de manière générale. Alors, par contre, je pense que, bon, moi je vais faire des visites de quartier. Il y a quelques jours, j'ai visité, pour ceux qui connaissent, sur l'avenue Marcel Paul, à vrai dire qu'on a appelé longtemps le chemin du Maroc. Il y a ce qu'on appelle la cité haute, là, et donc j'ai visité cette cité pour voir l'état des lieux. J'ai rencontré les habitants, je me rends compte, voilà, je veux aller voir moi-même. Je vais ainsi dans les quartiers du centre-ville souvent, de Carreau, La Couronne, Saint-Julien, Saint-Pierre, voilà, un peu partout pour voir. Et par exemple, à Mas-de-Poigne, il y a quelque temps, ce qui m'a amené à précipiter le mouvement en matière de rénovation du quartier, parce que j'avais estimé que si on devait attendre l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, pour mener son projet, on en avait pour 5, 6, 7, 8, 10 ans, et j'ai pensé que les habitants méritaient d'être servis tout de suite et qu'on améliore ainsi les espaces collectifs et publics, ce que j'ai fait. Alors, je ne m'interdis pas de mener, avec le président du conseil de quartier, une visite dans chacun des quartiers pour voir s'il y a quelque chose à faire avancer un peu plus rapidement ici ou là. En tout cas, on est dans cet état d'esprit aujourd'hui. Alors, une autre question sur la solidarité financière voulu par le gouvernement auprès des communes qui inquiète des Martégots avec ce fameux pacte. Les Martégots, globalement, se demandent si le budget des collectivités qui semble ratiboisé partout en France va particulièrement toucher Martigues. Comment cela va se traduire? Est-ce qu'il y a une augmentation d'impôts de prévu? Et est-ce qu'un choix entre certains services sera effectué? On a par exemple quelqu'un qui nous demande de surtout pas toucher au CIS à 10 €. Est-ce que ça peut avoir une influence jusque-là? Alors, oui, ce pacte de confiance que le gouvernement a proposé
aux collectivités dont les dépenses de fonctionnement dépassaient 60 millions d'euros. Il y en a environ 300 en France, on en fait partie, nous, Martigues. Dans le département, on est quelques autres, hein, évidemment la ville de Marseille, la métropole, le conseil départemental, et puis la ville d'Aix en Provence, évidemment, Istres, Martigues, bon, une ou deux autres. Toutes les villes ne sont donc pas concernées. L'idée du gouvernement est de réduire les dépenses publiques de plus en plus. Ce qui peut en effet avoir des répercussions. Et le monsieur qui a posé, ou la dame qui a posé la question, en effet, elle pointe exactement. Si on diminue beaucoup les ressources des villes, alors les solutions seront l'impôt, l'emprunt, la diminution des services publics. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, Martigues, où on a pris beaucoup d'élan. C'est-à-dire depuis 2012 exactement, devant l'augmentation annuelle, nous avions, avec le directeur général des services et l'ensemble des élus, décidé de contrôler au mieux le budget et les dépenses. Voilà. Donc, elles ont été contraintes. Il est question de quoi? Il est question, premièrement, de la masse salariale, c'est-à-dire des salaires des fonctionnaires qui remplissent les missions de service public, en assurant les services publics dans cette ville. Les CIS, la restauration scolaire, par exemple le crématorium, les crèches. Bon, donc la dépense liée au salaire des fonctionnaires. Deuxièmement, et les fonctionnaires, on ne leur fait pas plaisir en leur versant un salaire, hein, ils répondent et ils travaillent au service de la population ensuite. Hein, voilà, il faut le souligner et le rappeler ça, avec un statut de la fonction publique, voilà, que nous défendons. Deuxièmement, les subventions versées aux associations. À Martigues, c'est 12 millions d'euros par an. Et troisièmement, les dépenses à caractère général de toutes nos directions, quelles qu'elles soient, l'éducation, la culture, les sports, etc. Voilà. Aujourd'hui, il nous faut maintenir les dépenses à un niveau inférieur à 1,2%. C'est-à-dire, quand on a une somme dépensée, on ne doit pas excéder plus 1,2%. C'est à peu près le coût de l'inflation. Donc, il faut les laisser stables et, si possible, les diminuer. Nous, comme on a pris de l'élan, on est parfaitement dans les clous. Et on n'a pas besoin que le gouvernement nous mette l'épée dans le dos pour nous obliger à contrôler et à assumer nos dépenses. C'est ce que nous faisons. Voilà. Je pense que, vous savez, des tutelles, il y en a déjà beaucoup. On n'avait pas besoin de celle-là en plus. Hein. Pourquoi on a des tutelles? Toutes les décisions du conseil municipal, quelles qu'elles soient, financières ou autres, sont d'abord visées par la tutelle en sous-préfecture ou en préfecture, premièrement. Deuxièmement, par la Chambre régionale des comptes. Troisièmement, par la Cour des comptes au niveau national. On n'a franchement pas besoin que le gouvernement vienne tenter de contrôler et de maîtriser. Vous savez, à Martigues, l'État, depuis plusieurs années, a une contribution de dotation globale de fonctionnement négative. C'est-à-dire, non seulement elle ne verse plus rien à la ville de Martigues, mais la ville de Martigues a versera pour 2018 1,7 million d'euros. Voilà, donc il ne faut pas charrier ni exagérer. Hein, nos ressources qui sont issues de la fiscalité directe locale et de nos dotations qui passent par la métropole et qui nous reviennent, c'est la moindre des choses, ce sont nos impôts, voilà, constituent l'essentiel de notre budget. Alors, je réponds à la personne de manière encore plus précise, il n'est évidemment pas question de toucher au cœur de l'action municipale liée aux solidarités et à l'accès pour tous aux services publics, c'est-à-dire les CIS à 10 euros, c'est-à-dire la restauration scolaire à, je crois, 1,90 euros le repas, quand il coûte 12 ou 13 euros quand même. C'est les crèches, c'est le crématorium, bref, tous les services publics que nous rendons, nous n'allons pas les toucher et nous n'avons aucune intention d'augmenter les impôts. D'ailleurs, les impôts locaux, il va bientôt en rester plus qu'un, hein, avec la taxe foncière. Voilà, puisque taxe dans les ventes ordures ménagères, c'est la métropole, taxe d'habitation, le gouvernement a décidé de la supprimer, enfin on va voir de quelle manière, donc il reste à la collectivité que la seule taxe foncière. On n'a aucune intention, et même on les a baissés ces dernières années, les taux d'impôt. Donc voilà, cet auditeur soit rassuré, nous allons, et je suis heureux de pouvoir trouver des soutiens dans la population, ils sont nombreux je le sais, pour qu'on puisse être assez fort pour continuer à mener cette politique de solidarité qu'on mène à Martigues depuis longtemps.
Alors, éducation maintenant avec Sophie qui vous demande pourquoi seriez-vous opposé à la construction d'un collège privé à Saint-Mitre et qui vous demande aussi qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer les collèges existants. Les niveaux sont faibles selon elle. Voilà qui est très contradictoire. Pardon Sophie, mais je vais essayer d'éclairer un peu la pensée. Vous savez, le collège privé de Saint-Mitre, presque je pourrais dire, il ne me regarde pas. Que ma voisine, la maire de la ville de Saint-Mitre, souhaite créer un collège dans sa ville, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi j'ai mon avis. Et personnel, Gabi Charroux, il a son point de vue là-dessus, qui s'appuie sur des convictions fortes et des valeurs fortes liées à la laïcité et à l'enseignement public et laïque, partout. J'en suis sorti de là, moi. Hein. Voilà. Et tout ce que j'ai fait, je le dois à l'école publique. Donc, je la défends bec et ongle, et d'un. Et ça, c'est mon point de vue, à moi. Voilà. En tant que maire de la ville, par contre, je me préoccupe, cette fois, de l'équilibre général des cartes scolaires. Et ce que dit Sophie, je crois, hein, à l'instant, c'est très juste. Quel équilibre pour les collèges de Martigues? Quand même, lorsque Martigues avait 40 000 habitants, il y avait 5 collèges à Martigues. Chacun se souvient de la fermeture du collège Picasso. Et aujourd'hui, qu'on en est à 50 000, on serait tout juste à 4 et peut-être qu'on a eu une crainte pour éviter de tomber à 3. Souvenez-vous de l'épisode du collège Daumier. Voilà. Donc l'équilibre des 4 collèges de Martigues m'importe beaucoup. Et je ne souhaiterais pas, parce que ce n'est pas justifié, qu'il y ait un collège public à Saint-Mitre-les-Remparts, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y en ait un à Saint-Mitre-les-Remparts. Les élèves de Saint-Mitre vont dans un collège à Istres, d'ailleurs, essentiellement, et pas à Martigues, mais demain, on pourrait avoir des transformations. Donc, ce qui m'a opposé ne sont pas ces raisons-là. Les seules raisons, c'est qu'il y a un choix de construire un collège privé, une annexe d'un collège privé existant, d'ailleurs, à Saint-Mitre-les-Remparts, sur la zone d'activité de Saint-Mitre-les-Remparts. Drôle d'idée pour installer un collège dans une zone artisanale et commerciale. Mais bon, chacun fait ses choix. Mais le problème, c'est qu'on voulait le construire sur un terrain propriété de la Sémivim. Je dois préciser que cette zone, c'est la ville de Martigues qui l'a aménagée grâce à la Sémivim. Bon, passons, je passe là-dessus. Mais il y a un terrain propriété de la Sémivim et c'est là-dessus qu'on veut construire. Eh bien, il faudra l'acheter, ce terrain. Voilà. Et il vaut à peu près 1 million, 3 ou 4 ou 500 000 euros. Voilà. Et après, eh bien, si d'aucuns veulent construire une annexe d'un collège privé là, c'est leur problème. Ils achètent le terrain et le payent, et après, ils construisent leur collège. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Alors, sur la qualité des collèges de Martigues, je dois louer la compétence, le sérieux et l'engagement des enseignants et des chefs d'établissement, des 4 collèges, d'ailleurs des 2 lycées aussi, hein, publics de Martigues. Voilà. Il y a des enseignants là de très grande qualité qui font un remarquable travail, mais qui ne sont pas beaucoup accompagnés à l'extérieur par cette société qui a tendance à se déliter beaucoup et à mettre des priorités là où elles ne sont pas. Vous savez, par exemple, vouloir mettre des portiques à l'entrée des collèges sous prétexte de lutter pour la sécurité. Très bien, lutter pour la sécurité. Nos enfants doivent être à l'intérieur des collèges comme dans un sanctuaire. Hein, ils sont intouchables. Voilà. Mais regardons plutôt les moyens en enseignants, les moyens en psychologues. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, j'ai appris avec grande tristesse, parce que j'y ai passé une grande partie de ma vie professionnelle, que les CIO allaient disparaître, les centres d'information et d'orientation, là, paraît-il, à la prochaine rentrée scolaire. Ça, c'est un sale coup porté à l'enseignement public et à un certain nombre de métiers qui sont à disposition des enfants. Alors on change de sujet complètement et on va aborder l'accueil en mairie. Il paraît qu'il y avait un projet de création d'un pré-accueil, comme cela se fait dans des communes voisines. Allez-vous enfin le réaliser, nous dit Ludovic. Alors Ludovic a raison. On a notre hôtel de ville et ce qu'il est, très fonctionnel, formidablement fonctionnel, avec la totalité des outils
des outils architecturaux. Hein. Je veux parler d'une salle de conférences, des mariages, du conseil municipal, etc. Remarquable. Mais il a été construit il y a plus de 30 ans, à un moment où l'idée était formidable et généreuse d'une ouverture. C'est la maison de chaque citoyen de Martigues. Donc chaque citoyen de Martigues peut entrer, aller rencontrer les services, etc. C'était il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, on est confronté à une évolution de la société qui, évidemment, nous inquiète tous, en particulier sur les questions liées à la sécurité. La sécurité, je fais référence aux attentats que la France a subis ces dernières années. Voilà. Donc, on est obligé quasiment de se refermer sur nous-mêmes. Nous, dans la ville de Martigues, on rentre par 4 ou 5 endroits différents. Le public, j'entends, par 4 ou 5 endroits différents. Demain, oui, il va falloir faire différemment. N'entrer que par un seul endroit, être canalisé, aller à un accueil central, se cogner à l'accueil central parce qu'on ne pourra pas faire autrement, et donc là, être guidé et amené jusqu'au service où l'on veut arriver. Ça, c'était le premier aspect, la sécurité. Mais il y en a un autre, lié aux incivilités, peut-être aux drames sociaux que les gens subissent au jour le jour. Les drames liés aux moyens financiers, au manque de travail, au manque de logement, aux difficultés. Oh oui, psychologique aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont dans une détresse mentale terrible, mais ce qui fait que des services comme le service logement ou le service pôle social des assistantes sociales sont de temps en temps agressés et menacés. Ça a été le cas il y a quelques jours. Donc on est obligé de mettre en place des mesures pour que, bien sûr, même si on a envie de continuer à éduquer, à faire avancer, à faire que les gens ne soient pas dans les incivilités, eh bien on est obligé de mener de telles démarches. C'est ce que nous allons faire. Il avait raison, je crois, Ludovic. On met en place tout de suite, on a mis dès cet après-midi en place des mesures de sécurité et de protection pour les assistantes sociales, voilà, avec des passages de la police réguliers. On est obligé de venir là. Et dès septembre, on aura le fameux accueil dont j'ai parlé il y a un instant. Un autre projet, celui de la gare routière qui va se déplacer. Que va devenir la gare routière actuelle ? Alors, la gare routière actuelle, elle entre dans le projet de réaménagement de tout le bord de mer, le bord d'étang de Berre, de Ferrières. On a commencé, chacun le sait, depuis l'année dernière. Cette année, il y a eu des extensions et l'extension de cette année, c'est les parkings derrière la piscine, où on est en train de faire un aménagement qui va nous permettre de gagner beaucoup de place. Et puis, demain, c'est-à-dire dès le mois de septembre, à la fin de la saison de plage actuelle, on aura l'aménagement de la pointe de Brise-Lame avec le théâtre de verdure d'une part et la piscine de plein air de l'autre côté qui commencera à se construire. Et l'emplacement de la gare routière, dès que la métropole aura installé la gare routière, franchement, si ça avait été encore la CAPEM et le SMECTU qui nous liaient avec le SAN, eh bien, la gare routière, elle serait déjà construite. Hein. Bon, voilà, donc on prend notre mal en patience. Je pense qu'il y en a pour encore une bonne année avant d'avoir dégagé le terrain. Et lorsqu'on aura plus de gare routière là-bas, eh bien, ce terrain sera en partie dédié à du stationnement et à gagner encore de l'espace pour la population. Et puis lorsqu'on aura fini, depuis le Pont Bleu jusque derrière la piscine, eh bien, on essaiera de regarder ce qu'on peut faire du jardin de la Rôde, parce qu'il y a un espace là magnifique qui a été aménagé sur une idée de mon prédécesseur. Mais peut-être que demain, on peut regarder s'il ne peut pas y avoir aussi des activités de baignade ou de loisirs dans cet endroit-là. Prochaine question, celle d'Aurélie, qui a bien noté que vous faisiez beaucoup, ou que vous prévoyez de faire beaucoup aussi pour le centre-ville. Elle nous dit le centre-ville recommence à bouger. Il faut maintenant que les commerçants jouent le jeu. Est-il possible d'augmenter les horaires d'ouverture des magasins, j'imagine, certains jours, ou de faire des nocturnes le vendredi soir? Est-ce que vous pouvez peut-être leur en toucher un mot? Si ça tient qu'à moi, c'est oui, avec plaisir, plus d'horaires d'ouverture, voilà. Mais elle a raison de souligner, je veux m'attarder un bref instant sur ça semble bouger, oui. On a considéré que nous, notre centre-ville, il est en 3 endroits, hein, chacun le sait, voilà. Donc aujourd'hui, il y aura une caractéristique. Jonquière, le commerce, voilà, qui, même s'il est en train de se transformer, parce qu'il se transforme aussi à Jonquière, hein, le commerce. Le commerce ancien, avec des gens qui sont là depuis 60-70 ans, il est en train de se transformer beaucoup.
Mais il est remplacé aussi par d'autres commerces de qualité, je souligne. Voilà, il y a des boutiques qui ouvrent et encore qui vont ouvrir d'ici la fin du mois de juin. Nous nous en réjouissons. Le quartier de Ferrières, il a une tonalité culturelle, loisirs, avec de la restauration aussi. Et le quartier de Lille, eh bien, on veut qu'il garde et qu'il prenne voilà, sa valeur touristique, culturelle. Donc, ça sera dans les années à venir. Mais elle a raison, hein, il faut aider nocturnes, des activités. Voilà. Mais on travaille beaucoup et très bien avec les commerçants qui sont volontaires aussi, vous savez. Hein. Moi, non seulement je les respecte, mais je les entends. Ils ont un métier difficile parfois. Et quelques-uns d'entre eux voilà, gagnent tout juste leur vie. Il faut quand même le souligner et le rappeler. Alors on les soutient absolument. Alors on nous demande aussi d'aborder la thématique des pistes cyclables avec des vraies pistes cyclables sécurisées, comme on peut en voir dans d'autres communes. Est-ce que c'est prévu à Martigues? L'ambition là est de pouvoir circuler en sécurité, en famille, plus pour se déplacer que pour faire du sport, on va dire. Oui, alors on a, je pense que 2 ou 3 endroits sont en train de trouver une réponse. Hein. Bon, évidemment, la piste de la Vera au centre-ville, ça, elle est déjà prévue, piste verte. Bon, mais également les travaux qu'on est en train de réaliser dans l'entrée nord prévoient une piste cyclable sur les larges trottoirs qui ont été dégagés. On peut commencer à les voir, ils seront aménagés. Peut-être que ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait, voilà. Mais on devrait pouvoir circuler depuis le centre-ville jusqu'à Figuerolles, ainsi, ou à pied, de manière sécurisée au bord de l'étang, ou à vélo prochainement. Alors plusieurs questions arrivent. Et puis, pardon, je veux rappeler aussi celle qu'on a créée à la Couronne, voilà, plus exactement à Carreau. Hein. La voie verte, le long de la mer, de Beaunieu à Carreau. Voilà, pardon. Oui, plusieurs questions qui arrivent en ce moment sur l'entretien des espaces publics, le nettoyage des rues, le revêtement des routes. On vous demande directement si les moyens ont baissé à Martigues pour ce genre de travaux d'entretien. Non, les moyens n'ont pas baissé, clairement. Alors pour l'investissement, c'est-à-dire l'aménagement des voies elles-mêmes, vous savez, en 3-4 ans, en 5 ans, on aura réalisé toutes les entrées de Martigues. L'entrée en direction de Port-de-Bouc, c'est il y a maintenant plusieurs années, l'avenue Escoffier, qui est magnifique et qui va se trouver complétée avec des commerces, comme on l'a vu, mais également avec Pôle emploi qui achève de construire son siège pour Martigues. Le côté nord, voilà, l'entrée côté sud en venant de l'autoroute, bon. Et on réaménagera de manière un peu plus sommaire l'entrée sud de Martigues, c'est-à-dire la route de la Couronne, un peu plus sommaire parce qu'elle est bien tracée, bien définie, et on a besoin de l'embellir simplement. Partout où on peut faire des voies, nous l'assumons, donc on n'a pas moins de moyens. Et même, on va aller se mêler de choses qui ne nous regardent pas, je veux parler de la route des Bastides à la Couronne. Cette route, elle est non seulement mal foutue, mais dangereuse. Alors, on n'a pas toutes les réserves foncières possibles, mais on a engagé le projet de rénovation de cette route des Bastides et on va inverser les choses. Au lieu d'attendre que l'État ou le département prennent en charge cette route, on va aller, nous, dans ce travail-là, et on va demander aux autres de venir nous compléter nos financements. Et quant à la propreté, alors il y a des choses qui ont bougé aussi là, hein. C'est les actes d'incivilité, hein. Aujourd'hui, nous nous battons contre les gens, et j'en profite peut-être pour lancer un appel, là, hein. Respecter les horaires de passage. Il n'est pas nécessaire, lorsque les bennes passent, les bennes de la métropole d'ailleurs, hein, je précise, passent à 21h ou 22h, de déposer son sac d'ordures à 16h le long du boulevard. Parce que qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Eh bien, il va y avoir un chat, un chien, un gabian qui va venir crever le sac et en foutre partout. Donc ceci n'est pas raisonnable. Les gens doivent faire cet effort. Mais non, la propreté urbaine, nous allons de nouveau nous en occuper très prochainement, très directement par les services municipaux. Alors vous anticipez justement la question qui vous était posée juste après, avec justement un petit peu un avis négatif concernant les déjections, les poubelles, et quelqu'un qui vous suggère de peut-être faire un effort sur la communication, sur l'affichage. Est-ce que ça vous semble être une bonne C'est une bonne proposition.
vraiment. On va avoir de nouveau, mais ça sera de nouveau, voilà, une campagne, oui, de communication. Je ne crois pas beaucoup à l'idée de la campagne de répression, sauf de saisir la personne qui dépose à un moment où il ne faut pas, ou qui balance, etc. Il faut vraiment être là sur le fait. Hein. Le reste, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ouvrir, il nous est arrivé, et puis de prendre quelqu'un, et puis d'aller le sermonner. Je ne crois pas que ce soit très possible ni efficace. Bon, par contre, une campagne de communication, une incitation aux gens. Écoutez, on a aussi dans le centre-ville des conteneurs enterrés. Les gens vont à côté du conteneur poser les sacs. Enfin, c'est pas raisonnable, c'est pas possible ça. Il faut simplement ouvrir le truc et mettre dedans. Voilà, c'est possible. Alors je vois aussi, l'autre fois j'ai été témoin, je vois une dame qui descendait, c'était à Ferrières. Elle descend avec 2 sacs. Je dis, ça y est, elle va les déposer. Et je marchais un peu derrière dans la rue, et puis je vois la dame qui fait 50 mètres et qui va au conteneur enterré. Franchement, ça fait plaisir aussi de voir ça. Hein. Mais bon, il y en a beaucoup qui ne sont pas dans cette même volonté de préserver notre environnement. C'est là où nous vivons. Donc on a intérêt à ce que ce soit propre, là où on est. Alors on change complètement de sujet avec Pascal qui semble apprécier ce web chat, qui nous dit le web chat c'est moderne, mais dites-nous pourquoi on ne peut toujours pas visionner les conseils de la CAPEM, donc du conseil de territoire en direct. Ça aussi ce serait de la transparence, nous dit Pascal. Oui, et il ou elle a raison, Pascal. Nous l'avons fait maintenant avec le conseil municipal. Toutes les séances de l'assemblée municipale sont retransmises. On peut les suivre, on peut les revoir après pendant quelques temps, je suppose. Je n'ai pas bien en tête tout ça, mais enfin, on peut le faire. On a voulu, si on était toujours avec la CAPEM, nous l'aurions fait de la même façon. Là, évidemment, cette décision ne nous appartient pas. Ça appartient à la métropole. Qui a toujours une méfiance vis-à-vis des communes et des conseils de territoire. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils imaginent qu'on pourrait faire, mais ce serait mieux, je partage complètement. Il vaut mieux être transparent et dire les choses, très clairement, voilà. Quelles qu'elles soient, même si elles déplaisent. Un chapitre solidarité avec le fameux concert qui a été organisé sous la halle, où il fallait donc apporter des denrées alimentaires en échange de son ticket d'entrée. Le concept était génial, nous dit Kevin. Le concert était super. Est-ce que vous prévoyez de le refaire l'an prochain? On l'avait d'ailleurs annoncé immédiatement. Après Cali, il y aura quelqu'un d'autre. On verra qui. Mais bien sûr, ça a eu le gros avantage de permettre d'abord un acte de solidarité. Et ça fait chaud au cœur aussi. Vous savez, on se plaint des incivilités, on n'est pas bien, on râle toujours, etc. Mais lorsqu'il faut faire appel à la générosité, il y a du répondant. Donc ça fait aussi un grand plaisir. On le renouvellera. Il y a eu cet axe de générosité. Il y a eu la collecte, qui a permis aux associations humanitaires de Martigues de bénéficier de moyens, et puis aussi de se rencontrer entre associations, et elles mènent le même combat. Donc on renouvellera cette initiative, bien sûr. Alors on continue avec un internaute qui a suivi l'actualité et qui a vu que vous faisiez des propositions pour la métropole en ce moment, notamment avec votre manifeste. Il se demande ce que cela pourrait changer concrètement pour les habitants de Martigues. Je vais prendre un simple exemple, tiens, voilà. Je vais prendre un exemple qui me paraît possible et réaliste. D'abord parce que d'autres que moi l'ont parlé, je vais parler de la voirie. La voirie est une compétence qui, selon la loi, devait être transférée à la métropole. Il y a eu un moment, donc la métropole a souhaité, débordée qu'elle était par toute la charge de mise en œuvre donc, de ces structures, elle a décidé de différer le transfert à janvier 2020, si je ne m'abuse. Et donc, pour l'instant, ce sont les communes qui continuent à gérer. Bon. Si demain, la compétence devait finalement être transférée, 1er janvier 2020, comment ça se passerait? Eh bien, la métropole regarderait quelles ont été les dépenses de voirie dans les années qui ont précédé. Et la base, c'est les 7 dernières années. Quand on dit voirie, on dit le revêtement, l'éclairage, les trottoirs,
le pluvial qu'il y a sous la voie, le rond-point, les arbres, etc. Tout ça. Bon, nous, on a déjà fait le calcul pour la fameuse commission d'évaluation des transferts de charges. Pour la ville de Martigues, c'est entre 6 millions et 6,5 millions de dépenses annuelles. Et pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, on refait les entrées de ville, etc., tout ça. Donc voilà la somme. Si la voirie est transférée, alors la compétence va partir, mais aussi la métropole nous ponctionnera 6,5 millions chaque année. Bon. Et qu'est-ce qui va se passer? Et elle va voir, la première année, la métropole, les services techniques de la métropole vont venir sur leur nouveau territoire, là, ici, à Martigues, et vont regarder, oh, mais que vois-je? L'entrée nord est magnifique. Oh, mais la route de Port-Debout aussi. Et puis l'entrée est également, en sortant de l'autoroute, l'avenue Général de Gaulle. Oh, et puis la sortie sud aussi. Ah, ils ont même fait la route des Bastides, tiens, magnifique, etc., etc. Dans le fond, il n'y a pas besoin de grosses dépenses cette année. Et donc, en 2020, on dépensera 400 ou 500 000 euros pour la ville de Martigues. Résultat des courses, 6 millions d'euros dans l'escarcelle de la métropole. À l'inverse maintenant, si, comme le dit Madame la ministre Gouraud, comme a l'air de le dire beaucoup, et moi avec, dans ce manifeste, la compétence reste à la commune. Que va faire le maire de la ville en 2020? Il va dire, oh, mais j'ai 6,5 millions dépensés en moyenne les années précédentes, mais que la route d'Istrébel, que celle de Port-Debout a été bien refaite, etc., etc. Et il va dire quoi? Eh bien, j'ai besoin, dans tel ou tel quartier, de faire des ajustements, je vais dépenser 500 000 euros. Résultat, 6 millions dans l'escarcelle de la ville de Martigues. Et que va-t-elle faire, la ville de Martigues? Elle fera une crèche, peut-être de plus. Elle fera un aménagement supplémentaire. Voilà toute la différence. Je pense que j'ai été assez clair pour notre auditeur. Alors, pour le prochain, feriez-vous un parking souterrain à Paradis Saint-Roch, du coup on nous demande si le début des travaux est prévu. Oui, alors si on va faire, il en existe un, sauf que depuis des années et des années, il n'est pas utilisé. Alors, il n'a échappé à personne que la ville a vendu sa propriété des 433 logements avec les parkings souterrains à la Semivim, qui s'est endettée pour... mais ceci, je rappelle que la ville et la Semivim sont extrêmement liées, puisque la ville bénéficie d'environ 85% des actions de la Semivim, actions qui ont beaucoup augmenté grâce à notre action ces derniers temps, et le maire de la ville, donc, est président de la Semivim. Donc nous sommes très liés, hein. Ça, il faut que les gens le comprennent et le sachent. Quand il y a des choses qui vont bien, on le dit, et puis quand elles vont mal, il faut qu'ils le disent aussi, et le maire est attentif à ça. À Paradis Saint-Roch, la propriété est à la Semivim désormais. Il y a un projet de rénovation des 433 logements et de remise en état pour un fonctionnement positif des parkings. Peut-être pas le 3e niveau, mais au moins 2 niveaux seront rénovés et remis à disposition du stationnement pour les habitants. Sauf que, et là je vais dire aussi une réalité, parce qu'il ne faut pas croire qu'on dit « Ah, demain on commence, après-demain, et puis non, excusez-moi, je retarde un peu ». Non, on ne fera rien à Paradis Saint-Roch avant le 2e semestre 2019, parce qu'on a besoin d'abord d'études, d'analyse et de diagnostic des appartements, et aussi on a besoin que la Semivim ait les financements à remettre dans le cadre des mesures gouvernementales qui l'ont sanctionné. Et puis aussi parce qu'aux 80, on est un peu plus avancé. Alors on va commencer par les 80, qui commenceront en début d'année 2019, ou dans l'année 2019, et après on s'attaquera à Paradis Saint-Roch. Oui, mais il y aura un parking. Alors la prochaine nous vient d'un amateur sans doute de folklore et qui vous demande pourquoi malheureusement cette année c'est la dernière édition du festival, qui s'inquiète aussi sur l'avenir des sardinades également qui pourraient être concernées. Alors deux belles questions, on va répondre. D'abord, cette année c'est la 30e édition du Festival des Cultures du Monde. Bon, l'équipe en place est à quelque chose près la même que la première année, que la première édition. Et donc, je veux les remercier et les féliciter de tout ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Ils ont construit un objet qui, depuis quelques années, ne peut plus trouver de développement et de perfectionnement. Et pour cause, ils ont fait un objet qui est quasi parfait. Tout ce qu'ils ont imaginé, que ce soit
la sieste du bout du monde, que ce soit le village, que ce soit les partenaires, que ce soit les troupes qui viennent, que ce soit le travail dans chacun des quartiers de la ville de Martigues. C'est un objet magnifique, réussi, mais hélas qui subit les contre-coups de diminution de subventions d'ailleurs, ou de perte de sponsors d'ailleurs, de diminution de subventions, de régions, de départements par exemple, ou perte de sponsors ici ou là d'entreprises qui, je pense, se trompent en ne les aidant plus. Et donc, un peu l'usure, un peu les difficultés financières, un peu les groupes de plus en plus difficiles à attirer, ils ont décidé, au plus beau de leur réussite, de mettre un fin au festival. Mais nous travaillons, et pas plus tard que cet après-midi, j'ai reçu la nouvelle association festival qui a un projet à travailler avec notre direction culturelle. Ils vont le faire, c'est devant nous. Et je pense qu'en 2019, à l'été 2019, il y aura un autre festival, différent, je n'en doute pas, mais réel. Et quant aux sardinades, on a voulu, nous sommes les créateurs des sardinades. Voilà, un clin d'œil ainsi à René Godineau quand même. Bon, mais les sardinades avaient trouvé une formule, allez, pas satisfaisante. On a décidé donc de les supprimer pour cette année et ils ont, on a non pas remplacé, mais en compensation, une troisième paillote avec une tonalité, les fruits de la mer et les poissons. Voilà, donc j'espère que ça marchera. Mais on ne s'interdit pas d'avoir des actions avec des grands maîtres étoilés de notre département. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais on est en train de travailler à ça. Alors, le temps passe rapidement. Hein. Nous allons aborder maintenant les deux dernières questions. Sachez déjà en effet, ça passe très vite. C'est incroyable. 1700 personnes sont atteintes, donc c'est au moins aussi bien que la dernière fois. Et justement, la question suivante concerne ce type d'exercice et de dispositif. Et Jean nous dit, mais c'est super de pouvoir poser ces questions et d'obtenir une réponse en ligne directement. Est-ce que finalement les conseils de quartier ne pourraient pas se faire comme ça? Alors, je ne sais pas s'il faut... Bon, moi, en même temps, je suis très content d'être là, d'être aussi là. Voilà, c'est-à-dire d'utiliser aussi ce moyen. Mais le contact avec les gens, moi, c'est tous les jours de ma semaine. Tous les jours de ma semaine. Samedi et dimanche compris. Le pire moment pour ma collaboratrice préférée, clin d'œil, hein, Cathy, voilà, le pire moment pour elle, c'est le lundi matin à 8h30, quand j'arrive, avec le sac rempli de questions des habitants du week-end. Voilà, parce qu'après, elle est obligée de regarder l'urbanisme, l'emploi, le logement, l'inscription pour une crèche, etc. Bon, bref. Donc, le contact avec les gens, les fêtes de quartier, c'est formidable parce qu'on rencontre les gens. Voilà, moi, je veux être tout le temps à disposition. C'est dur, de temps en temps, on a des petits coups de mou, mais donc, on veut le tenir aussi. Les conseils de quartier, même chose. Le conseil de quartier, c'est une face seulement de l'iceberg. Tout le travail que mes collègues élus assument dans leur quartier, ce n'est pas juste la réunion du conseil de quartier où il va venir peut-être 50 personnes, 70 ici, 80 là, ou 25 dans un autre quartier. Mais c'est tout le travail que l'élu aura fait tout au long, avec le service aussi, développement des quartiers, tout au long de l'année dans le quartier, par des visites de quartier, des écoutes des habitants, etc. On veut continuer à le mener. Mais nous pourrions aussi avoir, pour les élus, un système de cet ordre pour les conseils de quartier aussi. Alors cette réponse a pris un petit peu de temps. Maintenant, ce sont des réactions qui arrivent. On vous félicite notamment de voir le jardin de Ferrières magnifique. Et on vous remercie d'avoir fait du beau travail. Notamment, c'est Nicole qui nous dit ça en direct. On imagine que ça va continuer, vous l'aviez dit tout à l'heure, au niveau peut-être du jardin de la Rhôde. Il y a encore beaucoup de projets de ce côté-là. Dès l'été 2019, on aura achevé la pointe Brise-Lame et il nous restera à aménager l'ancienne gare, là, hein, voilà, hein, on le sait, mais ça prend tournure. Voilà. Dans un an ou deux, un an déjà, l'été prochain, ça sera encore amplifié et puis au-delà, encore un peu plus. Et après, on regardera, hein, je le répète, du côté de la Rhôde. On gardait un peu des réponses peut-être pour la prochaine fois. Ah, une autre fois. Voilà. C'est un grand plaisir, en tout cas, et le temps passe très vite. Moi, j'adore ces moments. Voilà, si les internautes, on doit les appeler ainsi. Je disais les auditeurs, moi, depuis le début. Bon, les internautes sont
satisfaits, sont volontaires et sont intéressés, on recommencera et on le fera. Je ne sais pas, de manière plus régulière, quoique c'était en décembre la fois. C'était il y a 6 mois. 6 mois, bon, si on le fait 2 fois par an, ou un peu plus, ça serait très bien. Ça leur laisse le temps de préparer des questions. On vous remercie évidemment d'avoir été si nombreux parmi nous et d'avoir joué le jeu. Et on vous donne sûrement rendez-vous pour une 3e édition de ce webchat organisé par la ville de Martigues. Merci encore.